Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Monsieur le gouverneur ainsi que Madame Freinet. Monsieur Rassa, Monsieur Van de Bury, Monsieur Capa, Madame de Monsieur Lejeune. Merci bien. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, l'ordre du jour des questions d'actualité, une communication du Collège provincial relatif à la 3e actualisation des actions de solidarité de la province de Liège en faveur des citoyens et des communes sinistrées à la suite des inondations des 14 et 15 juillet 2021, ainsi que l'annexe 18 bis relatif à la déclaration d'absence de conflit d'intérêts en matière de marché public dans le cadre du dossier 2122/227 Bavière, qui doit impérativement être signé par vos soins et remise au service du Conseil provincial aujourd'hui. Je vous informe que vous avez également reçu ce matin par email un courrier de Monsieur le directeur général provincial concernant l'obligation légale de déposer une déclaration de mandat et de rémunération à la région wallonne pour le 1er juin au plus tard. Le point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2022. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président. Donc, la réunion du 24 mars est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Stans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 51 membres y assistent. Monsieur le directeur général provincial assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 21 mars 2022. Le Conseil provincial prend connaissance des rapports d'activité 2021 concernant la culture, les relations avec les territoires, les villes et les communes, les affaires sociales, l'enseignement et la formation, les infrastructures et le développement durable, l'agriculture et la ruralité, l'administration, les sanctions administratives communales. Le procès-verbal de la réunion du 21 mars 2022 est approuvé. La séance publique est levée à 18h20. Merci, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, éloge funèbre de Madame Annie Servet-Thyssen et de Monsieur Fabrice Lanterre, ancien membre du Conseil provincial. Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, Monsieur le directeur général provincial, chers collègues, il est de mon devoir d'évoquer aujourd'hui la mémoire de Madame Annie Servet-Thyssen ainsi que de Monsieur Fabrice Lanterre, anciens conseillers provinciaux. Rendons-leur aujourd'hui un dernier hommage en notre nom à tous. Née à Axandreman le 18 juin 1933, Annie Servet-Thyssen est décédée le 6 avril dernier à l'âge de 88 ans. Représentante libérale, élue pour la première fois en 1978 par le district de Saint-Nicolas, elle restera en charge sans interruption jusqu'en 1995. Agricultrice de profession, elle sera le relais du monde agricole avec notre Assemblée provinciale. Chef de groupe PRL durant 5 ans, elle exercera logiquement, et ce durant plusieurs années, la fonction de présidente de la commission agriculture. En 1982, et pour 24 ans, elle entre au conseil communal d'Ans, où elle sera également chef de son groupe politique. On dira d'elle qu'elle mènera une opposition sans concession à la majorité. À la mort brutale de Jean Gaulle en 1995, elle devient députée au Parlement wallon. Grandement appréciée, elle sera candidate effective en 1999 et sera élue pour un nouveau mandat de 5 ans. Titulaire de la Croix de Chevalier de l'Ordre de Léopold, députée wallonne honoraire, Annie Servet-Thyssen laissera d'elle un souvenir vivace. Née à Serein le 9 septembre 1949, Fabrice Lanterre est lui décédé le 5 avril dernier à l'âge de 73 ans. Représentant écolo, élu par le district de Saint-Nicolas, Fabrice Lanterre fut notre collègue de 1981 à 1983. Membre fondateur d'Écolo,
Il fut un acteur majeur dans l'arrivée des écologistes au pouvoir à Liège en 1982, une première pour l'époque. Au nom de notre Assemblée, j'ai adressé un message de sympathie et de condoléances aux membres de leurs familles respectives. Je vous demande de vous recueillir quelques instants en leur mémoire. Je vous remercie. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé, l'ordre du jour des questions d'actualité qui comporte 4 points. Le document A20, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à l'occupation des logements provinciaux pour les réfugiés. Le document A21, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative au développement des points nœuds dédiés à la randonnée. Le document A22, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif aux visites touristiques guidées en faveur des réfugiés ukrainiens. Le document A23, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à une charte concernant les infrastructures favorables aux motocyclistes. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour les 3 premières questions, A20, 21 et 22, je donne la parole à Madame Marie Monville. Merci, Monsieur le Président, de me permettre de faire une question groupée, voilà, de regrouper les 3. Voilà, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, ici je vous relaye simplement quelques sollicitations qui m'ont été adressées, d'une part de mandataires locaux qui s'interrogent sur la place que prendrait la province de Liège dans le développement des points nœuds dédiés à la randonnée, tels que le réseau et le planificateur d'itinéraires à pied, Go Ostbelgen, instauré dans les cantons de l'Est. D'autre part, donc, autre question, des guides touristiques de l'équipe Ardennes Incoming, soucieux de l'accueil des réfugiés ukrainiens, s'interrogent sur la possibilité pour la Fédération du tourisme de la province de Liège d'organiser des visites guidées afin de permettre à nos hôtes de découvrir des lieux caractéristiques et emblématiques de notre province, et ce, afin de favoriser une intégration harmonieuse dans leur nouvel environnement. Et enfin, pour terminer, ma 3e question, nous aurions voulu savoir, être informés en tout cas du taux d'occupation des logements provinciaux proposés pour l'accueil des réfugiés, nous préciser un peu le nombre d'Ukrainiens jusqu'à présent hébergés. Je vous remercie d'avance pour votre attention et pour vos réponses. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. J'invite donc M. Luc Gillard, député provincial, président à la tribune, pour la réponse du Collège provincial à la première question. Vous avez la parole, Monsieur le député provincial président. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, chers collègues, un des volets de votre intervention concerne l'hébergement temporaire de réfugiés ukrainiens. Permettez-moi tout d'abord de recontextualiser en vous rappelant quelques éléments de ma réponse sur le même thème lors de notre séance du 24 mars dernier. Nous avons transmis le 17 mars à la Wallonie une liste des infrastructures provinciales susceptibles d'héberger des ressortissants ukrainiens, ainsi que leur capacité maximale d'accueil. Concrètement, la province pourrait accueillir 459 personnes réparties dans nos 9 internats provinciaux, ainsi qu'au sein du CREF à Bleny, du château de Harzé, qui est en vente, si vous avez lu la presse aujourd'hui, des domaines de Palogne et de Wégimont et de l'espace Bellevaux, également en vente. À ce titre, des renseignements complémentaires sur nos capacités d'accueil ont en outre été envoyés à la Wallonie par l'intermédiaire des services de Monsieur le Gouverneur le 13 avril dernier.
en vue de mieux cibler les personnes à accueillir, familles, enfants, personnes isolées, le type d'accueil que nous pouvons offrir, du logement avec ou sans repas, problématique des week-ends, de l'encadrement et de l'entretien, présence ou non d'espaces communs, proximité des transports en commun, et j'en passe. Et selon que l'infrastructure est gérée par la province elle-même ou via une ASBL. Nous avons par ailleurs insisté sur le fait qu'il s'agissait bien d'un hébergement transitoire, sur le modèle de ce que nous avons pu proposer aux sinistrés au lendemain des inondations du mois de juillet. Pour répondre plus précisément à votre question, à l'heure actuelle, seules 18 personnes ont été accueillies une nuit à l'espace Bellevaux à Grivnier le 15 mars. Il s'agissait de réfugiés en transit à la demande de la ville de Herstal et non d'une demande émanant des instances fédérales ou régionales. Nous n'avons pas reçu d'autres demandes à ce jour. Enfin, pour compléter votre information, le service de planification d'urgence du gouverneur, de monsieur le gouverneur, avec lequel nous sommes en contact régulier, nous a fourni des éléments issus du Centre national de crise, qu'il me soit d'ailleurs permis de l'en remercier. Au 25 avril, les données relatives aux réfugiés ukrainiens pour la province de Liège sont les suivantes et indiquent que la situation est sous contrôle. On compte 739 initiatives d'hébergement, principalement privées, pour un nombre maximum de 2413 places, hormis les nôtres, les 549 dont je vous parlais au début de mon intervention. Selon le registre national, 1239 réfugiés ukrainiens sont inscrits en province de Liège. 565 réfugiés ukrainiens ont introduit une demande et bénéficient d'un hébergement de crise, parmi lesquels il y a 248 mineurs. D'où vous comprendrez que, comme il y a 2400 places sans les nôtres, les 565 ne remplissent forcément pas ce quota. Et donc, raison pour laquelle aussi, je pense que nous ne sommes pas encore sollicités, puisque, comme vous le savez, après vous êtes inscrit à Bruxelles, vous devez faire une inscription dans votre commune, et c'est par le biais du bourgmestre que les demandes arrivent, et que forcément, comme il y a des initiatives locales et existantes, et qu'elles ne sont pas en saturation, nous ne sommes pas trop sollicités pour l'instant. Il convient néanmoins de prendre aussi ces chiffres avec précaution, parce qu'en effet, les réfugiés ont 90 jours pour s'inscrire et demander le statut de protection temporaire, et tous les réfugiés ne passent pas d'abord par un enregistrement à Bruxelles. Certains arrivent directement dans les communes, ce qui peut peut-être un petit peu faire grandir les chiffres, mais à la marge, dirais-je. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le député provincial président. Pas de réaction? OK. J'invite à présent monsieur Claude Klenkenberg, député provincial, à la tribune pour les réponses du collège provincial aux deux autres questions de madame Monville. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, chère Marie, par souci de continuité avec les explications qui viennent de vous être apportées par Monsieur le député président, laissez-moi tout d'abord réagir à votre réflexion par rapport aux réfugiés ukrainiens et à la possibilité de leur proposer, via la Fédération du tourisme, des visites guidées dans notre belle province. En première lecture, on ne peut évidemment être que sensible à cette proposition, tant le destin de ces millions d'Ukrainiens contraints à l'exil par une guerre injuste et mortifère nous bouleverse toutes et tous. Sur le principe, je suis donc personnellement favorable parce qu'on étudie toute initiative qui irait dans ce sens, tout en tenant compte des contraintes et des réalités de terrain de dossiers résolument très sensibles. En effet, et ça va être rappelé, la gestion de cette crise migratoire et humanitaire relève essentiellement des compétences de l'État fédéral et plus particulièrement de FEDASIL, chargé de la coordination des flux et de l'accueil des réfugiés. C'est cet organisme fédéral et leurs partenaires qui devraient demain être le levier de toute initiative coordonnée qui irait dans le sens de votre proposition, sachant que l'urgence actuelle pour les familles ukrainiennes accueillies porte d'abord sur des besoins primaires en matière de logement durable, d'éducation ou des dimensions économiques. Aussi, au vu de l'importante communauté de réfugiés ukrainiens présents sur le territoire provincial, dont Luc vient de vous détailler les chiffres, il apparaît parfaitement illusoire, tant d'un point de vue opérationnel que financier, d'imaginer déployer une offre systématique de visites guidées à destination de tous les réfugiés ukrainiens. Enfin, plus prosaïquement encore,
nous serions confrontés à un vrai problème de ressources humaines capable de se faire comprendre face à un public majoritairement ukrainophone. De fait, notre réseau de guides accompagnateurs ne compte par exemple qu'un seul membre capable d'assurer des visites dans une langue compréhensible pour la plupart d'entre eux, mais malheureusement, c'est le russe. Donc, ces balises et contraintes étant posées, il me reste une dernière réflexion à vous soumettre. Je salue très sincèrement l'esprit de solidarité qui anime votre proposition et je partage pleinement l'émotion collective qui nous étreint face à l'horreur de cette guerre. Le peuple ukrainien, dont le courage et la résignation forcent notre respect. Cela étant dit, j'estime qu'il ne serait pas décent de mettre en œuvre cette initiative en la réservant exclusivement aux réfugiés ukrainiens. Je suis donc très sensible au destin brisé de ces milliers de réfugiés, qu'ils soient syriens, afghans, irakiens, palestiniens, somaliens et j'en passe, qui fuient d'autres théâtres de guerre. La famine ou simplement le désespoir, à mes yeux, il n'y a donc pas de réfugiés de seconde zone qui mériteraient des marques de solidarité moindres de notre part. Dès lors, tout projet qui s'adresse spécifiquement aux réfugiés devrait selon moi veiller à toucher l'ensemble des communautés et nationalités. En conclusion, Madame la conseillère, je vais prendre deux initiatives. La première, je vais charger les services de la FTPL d'étudier la possibilité d'une action coordonnée avec FEDASIL en vue, par exemple, de mettre en œuvre des visites guidées thématiques opérées dans une série de langues étrangères, au-delà de leur langue, anglais, arabe, espagnol, pachtoun, etc. Avec leur enfant éventuel le traducteur, cette opération à destination des réfugiés présente en province de Liège pourrait prendre la forme d'une ou deux journées solidaires qui concentreraient cette offre spéciale de visite guidée. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour faire état de nos réflexions et de nos discussions avec FEDASIL, sachant que votre formation politique dispose aussi de membres au bureau exécutif de la Fédération, et nous y reviendrons. Deux, je m'engage à prendre contact avec la ministre Hollande du Tourisme afin de voir si le pass touristique que la région va lancer tout prochainement sur base du modèle créé avec succès par notre fédération pendant la pandémie ne pourrait pas également s'adresser aux réfugiés, au-delà des habitants et des touristes. Car au final, comme disait le désormais regretté Arnaud, grand humaniste avec son accent ostardé, tout le monde a deux trous dans son nez. En effet, quel que soit notre statut, notre origine, notre histoire, on a tous besoin de souffler, de s'oxygéner, de partager et de rire et de s'émerveiller. Donc je me tiens parfaitement à ta disposition et j'y serai pareillement attentif à ce qu'on puisse suivre ce dossier. Sans transition, je reviens maintenant à votre première interpellation relative à la place que pourrait prendre la province de Liège dans la création et la promotion de réseaux point nœud pour la randonnée. Je sais que ça te tient particulièrement à cœur dans ta région. Vous prenez d'ailleurs en exemple les cantons de l'Est qui ont mis en place un pareil schéma sur leur territoire. Vous l'ignorez peut-être, mais c'est un dossier qui anime la Fédération du tourisme depuis 2017. À l'époque, 3 de nos communes, Ombel, Plombières et à toute obligité certainement la plus belle de notre commune, à savoir Wilkenraad, avaient interpellé la Fédération du tourisme à ce sujet, considérant qu'elle pourrait reproduire le concept à succès des points de vue cyclables pour un réseau pédestre propice à la randonnée. Si à ce jour le dossier est malheureusement toujours confronté à une série de blocages, il ne faut pas l'interpeller comme un manque de volontarisme de notre part, mais bien comme le résultat des contraintes posées par la législation wallonne en la matière. En effet, le balisage pédestre fait l'objet d'un décret de la région wallonne qui définit exactement le type de balise à poser. Or, ce texte, dans sa dernière version, n'autorise toujours pas la reconnaissance de ce balisage au point nœud pédestre. Si on peut regretter que le temps fixé par le balisage n'ait toujours pas évolué, on peut malgré tout se féliciter qu'il existe un cadre qui n'autorise pas toutes les initiatives solitaires et non coordonnées. Petite parenthèse, il est à noter que le balisage dans les cantons de l'Est a pu le voir le jour car le tourisme y est une compétence de la communauté germanophone aujourd'hui. C'est plus simple pour eux. Le balisage ne dépend donc plus simplement de la région wallonne. Malgré le blocage réglementaire wallon que je viens de vous expliquer, je ne voudrais pas non plus vous laisser croire que nous avons gentiment classé le dossier aux archives. À ce sujet, nous avons en effet inlassablement multiplié les courriers, les rencontres et les autorités régionales, que ce soit avec le commissariat général du tourisme ou directement auprès des cabinets ministériels successifs, il y en a eu, pour solliciter au mieux une modification du décret ou au pire une dérogation pour notre province. Jusqu'à présent, toutes ces tentatives sont restées vaines, tant le dossier semble complexe au niveau régional. Néanmoins, les derniers contacts avec le CGT, avec qui nous avons d'excellentes collaborations, et le cabinet de la ministre de But, nous permettent de conserver l'espoir, car une réflexion de fond est en cours
sur cette problématique du balisage dans sa globalité, c'est-à-dire pour toutes les pratiques de randonnée que l'on peut connaître dans nos contrées. Il nous a d'ailleurs revenu que le système .NE serait fortement plébiscité. Si cette tendance se confirme dans les textes réglementaires ou via une autorisation spécifique à la province de Liège et sa fédération de tourisme, seront en première ligne aux côtés des communes pour analyser ce projet et tenter de faire avancer la création d'un réseau de ce type pour les randonnées partout où cela s'avère pertinent et opportun sur notre territoire. Malheureusement, sans décision régionale, nous sommes donc condamnés à patienter, d'autant que ce cadre légal conditionnera l'obtention de subventions régionales sur lesquelles il sera tout simplement impossible de mettre en œuvre un tel réseau sur le territoire de la province de Liège, d'autant plus au vu des nouvelles charges imposées à notre institution. À titre d'exemple, le budget pour la mise en œuvre d'un réseau de 1370 km balisés dans les cantons de l'Est, on s'est renseigné, s'élève en 2017 et avoir inflation à 850 000 €, soit 620 € par kilomètre. Pause comprise évidemment. D'ailleurs, si la communauté germanophone était intervenue à hauteur de 60% du montant, la province de Liège, via Liège Métropole, avait pris sa part en débloquant 237 000 €, le solde final ayant été financé par les 9 communes germanophones. Nous avons toujours la certitude que le balisage en .NE pour la randonnée est un outil pertinent qui permet de rationaliser le nombre de balises de toutes formes qui pullulent partout dans nos villes, villages, forêts et parfois campagnes. Ce faisant, l'entretien des balades n'en serait que plus simple, plus rapide et moins coûteux pour tous sur le long terme. De plus, une rationalisation et une réduction du nombre de balises ne signifierait pas nécessairement une réduction des possibilités en termes de balades, puisque après le concept génial des .NE, les possibilités itinéraires sont presque infinies. Alors, Madame la conseillère, chère Marie, un proverbe turc dit qu'en amour, la patience est la clé de la joie. Il semble qu'en matière de réglementation au niveau de la région wallonne aussi, je suis sûr que je fais plaisir à André en disant cela, et je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le député. Une réaction, Madame la conseillère? Parfait. Pour la 4e question, je donne la parole à monsieur Grégory Piron. Vous avez la parole, monsieur le conseiller. Merci, monsieur le président. J'avais juste une petite remarque sur la question précédente. Ah non, c'est fini. C'est fini. Votre question, s'il vous plaît. Ok, ça va. Pardon? Ah, ok, ça va, sans souci, merci. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, motards, vers plus de sécurité sur les routes de la province de Liège. Les beaux jours sont de retour et avec eux les adeptes de 2 roues motorisées, ou 2RM. J'ai nommé les motards. FEDEMOT est une ASBL attentive à la sécurité et à la mobilité de tous. L'association, créée en 1999, poursuit un double objectif d'information et de prévention sur l'usage de ces 2 roues motorisées. L'ASBL FEDEMOT a ainsi édité une charte infrastructure favorable aux motocyclistes, dans laquelle, d'une part, l'ASBL s'engage à apporter conseil et expertise aux villes et communes en matière d'aménagement ou évaluation de problèmes rencontrés par les usagers des 2 roues motorisées. Et d'autre part, la ville ou commune s'engage à tenir compte de la sécurité des usagers des 2 roues motorisées et de leurs besoins spécifiques dans la réalisation d'infrastructures routières et l'aménagement des espaces publics. Les points d'attention concernant la sécurité des usagers de 2 roues moteurs sont notamment les parkings motos, l'adhérence des revêtements et marquages routiers, la sécurisation des obstacles, la diminution des obstacles à la visibilité, les casse-vitesses, les séparateurs de voies, entre autres pour les pistes cyclables, et l'entretien des chaussées. En 2018, l'ASBL a envoyé cette charte aux 262 villes et communes de Wallonie. En 2019, au lendemain des élections et après installation des nouveaux conseils communaux, un nouveau courrier leur est envoyé. À ce jour, peu de villes et communes ont répondu positivement. En province de Liège, elles sont 15 communes sur 84. La charte est loin d'être contraignante et ne demande que peu d'efforts financiers. La province construit des parkings et des pistes cyclables, mais ne gère plus directement d'infrastructures routières. Par contre, dans ses compétences supracommunales, elle participe à l'élaboration d'un plan provincial de mobilité et au financement de projets communs d'infrastructures dans les communes. S'y ajoute l'implication de la province dans l'équipement des parcs d'activités économiques via l'ASPI. Dès lors, la province pourrait-elle jouer le rôle de facilitateur auprès des villes et communes de la province pour qu'elles adhèrent à la présente charte?
Même si cette charte ne lui est pas adressée, la province tient-elle compte de ces demandes dans les travaux d'infrastructure qui la concernent directement? Merci pour votre attention et pour vos réponses. Merci, monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'autres interventions. J'invite donc monsieur André Denis, député provincial, à la tribune pour la réponse du collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur Piron, donc vous le reconnaissez vous-même, dans votre intervention, les infrastructures routières ne relèvent pas des compétences provinciales puisqu'elles concernent la Wallonie et les communes. Sauf si la région wallonne décidait de nous faire suppléer la réparation des routes communales, comme dans le cadre des zones de secours, mais ce n'est pas encore le cas, donc ce serait certes relativement coûteux. Monsieur Piron, vous ne devez d'ailleurs pas ignorer que la province est tenue de s'occuper exclusivement, dans le respect du principe de subsidiarité, de tout ce qui est d'intérêt provincial, et ce, de manière complémentaire et non concurrente avec les actions régionales et communales, justement. L'encadrement supracommunal que vous évoquez comme prétexte de notre intervention auprès des communes est défini par ce même contour. La province de Liège est facilitatrice dans son champ de compétences, là où elle peut et doit accompagner. Vous comprendrez dès lors que nous ne comptons pas nous immiscer au sein d'un champ d'action qui n'est pas le nôtre et dans lequel nous ne prétendons pas avoir quelque légitimité que ce soit, même si, au-delà de ça, je comprends bien votre intérêt pour les deux roues, mais voilà, chacun, je pense, doit en priorité s'occuper de ses compétences et du travail qu'il a à faire par rapport à cela. En revanche, il va de soi que nous sommes attentifs à la réalité de ceux qui utilisent les infrastructures que nous imaginons pour eux. Je pense notamment au parking d'écovoiturage où chacun, dont l'usager de deux roues, peut aisément trouver place. De même, l'ASPI, que vous évoquez et qui a été interrogée, est parfaitement ouverte à la possibilité de prêter une plus grande attention à ces éléments dans la mise en œuvre de leurs chantiers futurs, a fortiori si les communes accueillantes de ces chantiers sont davantage sensibilisées. Voilà, en guise de conclusion, en termes de conclusion, Monsieur Piron, et je comprends votre sollicitation, je ne peux donc vous conseiller de vous appuyer sur vos élus communaux et régionaux pour plaider l'adhésion à cette charte avec plus d'effet, même si je ne peux que être d'accord avec son contenu, mais elle n'est pas d'intérêt provincial, en tout cas pas de manière prioritaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le député provincial. Une réaction? OK. On peut donc passer au point suivant. Les points 4 à 6 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres du bureau, à savoir les documents 199, 228 et 229, modification de la représentation provinciale au sein de l'ASPI tout d'abord, remplacement de Mme Caroline Lebeau, conseillère provinciale, et de M. Luc Gillard, député provincial, président, et remplacement de Mme Odette Treinen, conseillère provinciale au sein de la SBL, Fédération du tourisme de la province de Liège, et de Mme Muriel Freinet, conseillère provinciale au sein de la SBL Blénimine. Ces différents documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par consensus que votre bureau vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions du bureau en ce qui concerne ces documents? Unanimité. Je vous remercie. Le point 7 de l'ordre du jour. Fixation du montant de la dotation financière annuelle au groupe politique du Conseil provincial pour la législature 2018-2024. Modification.
Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du bureau? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 8 à 12 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 201 à 205, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Centre culturel de Liège, les Chirous, dans le cadre de l'organisation du Tempocolor 2022 du 6 au 8 mai 2022. Le Centre wallon d'art contemporain, la Châtaigneraie, fonctionnement 2022. Panache Serein pour l'acquisition d'une table de mixage d'un ordinateur pour la gestion d'une radio indépendante, LFM Radio, durant l'année 2022. Le Centre Henri Pousseur Musique électronique musique mixte dans le cadre de la 23e édition du festival Images sonores organisé du 27 avril au 17 mai 2022. Présence et action culturelle régionale de Liège dans le cadre de l'organisation de la fête de la musique 2022 du 17 au 22 juin 2022. Ces 5 documents ont été soumis à l'examen de la première commission et n'ont soulevé aucune question. C'est donc par 7 voix pour et 3 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? M. Badji, je sais que pour le point du Panache Serein, vous ne participez pas au vote. OK. D'autres interventions? Pas d'autres interventions. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Quelqu'un qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 5 documents? Unanimité, je vous remercie. Le Conseil adopte les 5 résolutions. Les points 13 à 16 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 206 à 209. Octroi de subventions en matière de relations avec les territoires, les villes et les communes en faveur 1. De la commune de Pépinster, dotation wallonne destinée à participer aux charges exceptionnelles liées aux inondations des 14 et 15 juillet 2021. 2. De la commune de Trot, prise en charge du coût de la location de 9 containers pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022. Dotation wallonne destinée à participer aux charges exceptionnelles liées aux inondations des 14 et 15 juillet 2021. 3. De la commune de Trot, prise en charge du coût de la location de containers du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, dotation wallonne, destinée à participer aux charges exceptionnelles liées aux inondations des 14 et 15 juillet 2021. Et enfin, du CPS de Pépinster, dotation wallonne, destinée à participer aux charges exceptionnelles liées aux inondations des 14 et 15 juillet 2021. Ces 4 documents ont été soumis à l'examen de la première question. Le document 209 ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, M. Marc Magnery, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, ce mardi 26 avril, votre première commission s'est réunie pour délibérer sur les points susmentionnés par le Président. Et c'est un point en particulier qui a suscité des questions, c'est l'octroi d'une subvention pour la location de conteneurs. Un commissaire a souhaité aborder cette problématique, puis soudain s'est rendu compte qu'on parlait de conteneurs, non pas de déchets, mais de containers bâtiments qui sont donnés en location, notamment pour l'administration. Ce commissaire s'est donc ravisé sur sa question. Une petite confusion s'en est suivie, qui a bien fait rire les commissaires, et il n'y a pas de question qui, au final, a été posée. Voilà, merci beaucoup. Pardon. Et la commission a voté le point avec 8 voix pour et 2 abstentions. Je vous remercie, Monsieur le conseiller. Les 3 autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 4 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 4 résolutions. Le point 17 de l'ordre du jour.
Document 210, approbation des tarifs appliqués au musée de la vie wallonne et abrogation de la résolution du 25 septembre 2008 relative aux tarifs du musée de la vie wallonne. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé une question. J'invite donc le rapporteur, M. Alexis Ouzur, à nous en faire connaître les conclusions. Merci. Sur ces tarifs, vous avez constaté que la commission était particulièrement dissipée. Il y a eu deux questions, en fait. Donc, moi, j'ai bien sûr agi en notant tout. Un commissaire a donc demandé que les tarifs soient comparés aux tarifs anciens, s'il y avait un tableau. On lui a dit, après consultation du dossier en profondeur, que ce tableau existait. Le commissaire a donc demandé qu'on retire cette question de l'ordre du jour, enfin de mon PV. Je la laisse quand même, comme ça fait deux questions, puisque la deuxième question était aussi très brève, à savoir, est-ce qu'on a comparé le tarif au tarif d'autres musées? On lui a répondu que le tarif était particulièrement démocratique, uniformisé, donc c'est les entrées à 3 €, que le 4e dimanche du mois, l'entrée était gratuite. Et le point, on lui a répondu dès lors ainsi sur ce point. Le point a été adopté, le tarif est adopté pour 6 voix pour et 4 abstentions. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial, d'avoir fait la synthèse de toutes ces questions. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Rassa. Vous avez la parole, Monsieur le chef de groupe. Merci, Monsieur le Président. Voilà, juste rappeler qu'au PTB, on défend la gratuité des accès aux musées, tant provinciaux que communaux. Je rappelle que la grande ville de Londres réussit à le faire depuis de nombreuses années. Pourquoi ce qui est possible autrement ne serait pas possible ici en province de Liège? Certes, l'augmentation des tarifs des musées de la province reste raisonnable, puisque la grille est non indexée depuis 2008. Nous pensons néanmoins qu'une autre politique muséale est possible, aussi au niveau des recettes de ces musées. C'est la raison pour laquelle nous votons contre ce point. Merci, Monsieur le conseiller. D'autres questions? Monsieur Gillard, Monsieur le député provincial, président. Autant je peux comprendre effectivement le propos de M. Rassa, qui est un propos simpliste, mais bon. Alors si vous prenez l'exemple anglais, c'est inexact, c'est-à-dire qu'effectivement les musées sont gratuits, mais ce qui intéresse le public et qui les fait venir en masse, ce sont les expositions temporaires, et les expositions temporaires sont payantes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député président. D'autres interventions? Non. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote, qui est pour les conclusions de la première commission. Le groupe PS, le groupe MR, le groupe Les Engagés CSP et le groupe Écolo, qui est contre. Le groupe PTB, le Conseil, adopte la dite résolution. Point 18 de l'ordre du jour, le document 211, prise de connaissance du rapport périodique en matière d'occupation des travailleurs en situation de handicap, basé sur la situation de la province de Liège au 31 décembre 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune question. Votre première commission vous propose dès lors d'en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Le point 19 de l'ordre du jour, le document 212. Octroi de subventions en matière de culture et d'agriculture, demande de soutien de l'ASBL Ceinture alimentaire liégeoise, Festival Nourrir Liège Campus du 21 au 27 mars et du 5 au 15 mai 2022 à Liège. Ce document a été soumis à l'examen des premières et quatrièmes commissions et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 7 voix pour et 3 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter et par 7 voix pour et 1 abstention que votre quatrième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions des premières et quatrièmes commissions? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 20 à 22 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 213 à 215, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien des ASBL,
RC Pesant Club Liégeois dans le cadre de la 36e édition de Liège-Bastogne-Liège Espoir, le samedi 16 avril 2022, du Tour de la Basse-Meuse les samedis et dimanches 30 avril et 1er mai 2022, et de la première édition de Liège-Bastogne-Liège Junior le samedi 7 mai 2022. En 2, la Société Flèche Ardennaise, dans le cadre de l'organisation de la 57e édition de la Flèche Ardennaise du 8 mai 2022 à Stavelot et de la 56e édition de la course Aubel-Timistère Stavelot du 5 au 7 août 2022. Et enfin, le Club cycliste Les Amis de Haouy, dans le cadre des éditions 2022, 2023 et 2024 du triptyque Ardennais Élite Espoir et du triptyque Ardennais Cadet Junior. Ces 3 documents ont été soumis à l'examen de la 2e commission et n'ont soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre 2e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la 2e commission en ce qui concerne ces 3 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 3 résolutions. Le point 23 de l'ordre du jour. Document 216, octroi de subventions en matière de santé, demande de soutien de l'ASBL Wallonie Media Group pour l'organisation de 4 activités programmées autour du salon dédié au bien-être des animaux et à la précarité humaine, Animals Day, du 23 avril au 17 décembre 2022. Ce document a été soumis à l'examen de la 2e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre 2e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 2e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 24 de l'ordre du jour. Document 217. Mise en non-valeur de créances dues au Centre d'aide à domicile, le CAD. Ce document a été soumis à l'examen de la 2e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre 2e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 2e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 25 et 26 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 3e commission, à savoir les documents 218 et 219, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL, Association sportive de l'enseignement provincial, la CEP, et le Carrefour Centre de loisirs de l'enseignement provincial liégeois, exercice 2020, prévision 2021. Ces 2 documents ont été soumis à l'examen de la 3e commission et ont soulevé les questions. J'invite donc le rapporteur, M. Serge Cappa, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Monsieur le chef de groupe. Merci, Monsieur le Président. Donc, chers collègues, Monsieur le Directeur général, ce lundi 25 avril, votre 3e commission a examiné les documents 21-22-218 qui avaient pour objet le rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la ASBL, Association sportive de l'enseignement provincial, l'exercice 2020, prévision 2021, et le document 21-22-219, ayant pour objet le rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la ASBL Carrefour, Centre de loisirs de l'enseignement provincial liégeois, exercice 2020, prévision 2021. Déjà ça prend déjà un certain temps. C'est parce que le reste est assez court. Pour le document 218, un commissaire demande pourquoi le subside de 25 000 € a été ramené à 20 000 €. Il lui a répondu que c'est une décision du PO compte tenu de la situation particulière Covid. Ce point est approuvé par 11 voix pour et 1 abstention. En ce qui concerne le document 219, un commissaire relève que la mission principale de cette ASBL Carrefour est l'organisation d'excursions. Dès lors, quelles sont-elles? Il nous a répondu qu'il y en avait 6 programmées au bénéfice des élèves, mais seulement 2 ont pu se dérouler, une au ski et l'autre une visite guidée de Bruxelles. Un autre commissaire se demandant s'il y avait vraiment nécessité d'avoir une ASBL pour ce type d'organisation. Le point a été approuvé par 8 voix pour et 4 abstentions. Pardon, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir?
Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Non. Eh bien, nous allons d'abord voter pour le document 218, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL, l'Association sportive de l'enseignement provincial, la CEP, exercice 2020, prévision 2021. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Vote sur le document 219, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Carrefour, Centre de loisirs de l'enseignement provincial liégeois, exercice 2020, prévision 2021. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Le groupe PTB, le groupe PS, le groupe MR, le groupe Les Engagés CSP. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe Écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 27 de l'ordre du jour, le document 220, l'adoption du règlement relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de bureau au sein de la Haute École de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Marc Meinery, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, c'est le lundi 25 avril, votre troisième commission s'est réunie pour délibérer sur le document 220 qui concerne donc l'adoption d'un règlement relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de bureau au sein de la Haute École de la province. Un commissaire s'est interrogé en fait sur le solde restant de ce subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un solde non utilisé. N'aurait-il pas pu être utilisé autrement, enfin en tout cas que la Haute École use cette somme restante? Il lui est répondu que le subside est arrivé tardivement, qu'un maximum de dépenses possibles ont été imputées dans les rubriques disponibles et que une somme a dû être conservée pour en fait permettre la prime de 100 € par enseignant au sein de la Haute École. Du coup, le commissaire rebondit et demande si on n'aurait pas pu simplement augmenter cette prime aux enseignants de 100 €. Il lui a répondu que ça aurait créé des inégalités, évidemment, entre les autres niveaux d'enseignement de la province, et donc on n'a pas utilisé le solde restant pour augmenter cette prime qui aurait généré des inégalités. Votre troisième commission vous propose d'accepter ce document. Merci. À 11 voix pour et une abstention. Je vous remercie, Monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 28 de l'ordre du jour. Document 221. Don de 2 autopompes pour la zone 2, zone de secours Liège-Île, à l'IPFASou pour les formations à chaud sur le site d'entraînement d'Amé. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 29 de l'ordre du jour, le document 222, octroi de subventions en matière d'agriculture, demande de soutien de la SBL Foire agricole de Bâtisse-Erf, activité, exercice 2022. Ce document a été soumis à l'examen de la quatrième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 7 voix pour et une abstention que votre quatrième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la quatrième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 30 et 31 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la quatrième commission, à savoir les documents 223 et 224, rationalisation immobilière, mise en vente des quotités provinciales de la résidence Cortès, modification du prix de mise en vente, plus perspective de mise en vente des quotités provinciales au sein de la copropriété complexe Saint-Jean. Ces deux documents ont été soumis à l'examen de la quatrième commission et n'ont soulevé aucune question. C'est donc par 7 voix pour et une abstention que votre quatrième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la quatrième commission en ce qui concerne ces deux documents?
le groupe écolo, le groupe PS, le groupe MR, les engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte les deux résolutions. Point 32 de l'ordre du jour, document 225. Subside d'équipement touristique, modification d'affectation et dérogation du délai de justification jusqu'en 2026 pour certaines subventions portant sur les années 2014 à 2020. Ce document a été soumis à la 5e commission et a soulevé une question. J'invite donc le rapporteur, Mme Vinciane Sohet, à nous en faire connaître les conclusions. Je cherchais après, je ne te voyais pas. Je me dis... Tu as la parole, Vinciane. Merci, Monsieur le Président. Bon, j'espère que je vais la relater correctement, parce que ce n'était pas facile. Votre 5e commission s'est donc réunie hier à Jehay, à l'examen du point relatif aux subsides d'équipement touristique, modification d'affectation et dérogation du délai de justification jusqu'en 2026 pour certaines subventions portant sur les années 2014 à 2020, document 21-22/225. Une commissaire demande pourquoi les 155 000 € n'ont pas été directement affectés au niveau de la maison du parc naturel. Il lui est répondu qu'il s'agit d'une réaffectation de soldes. Une exception est demandée afin de pouvoir les additionner et pouvoir les utiliser de manière plus optimale et stratégique. Donc le point est adopté par 7 voix pour et 3 abstentions. Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 33 de l'ordre du jour, document 226, ISO-SL, octroi de garantie d'emprunt à hauteur de 8 millions d'euros. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote, qui est pour les conclusions de la 5e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 34 de l'ordre du jour, le document 227, marché public de fourniture, mode de passation et conditions du marché relatif à la mise en place d'un système radio Frequency Identification, RFIT, dans le cadre de la construction d'un pôle des savoirs et d'une pépinière d'entreprise sur le site de Bavière. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. En ce qui concerne ce dossier, je vous rappelle qu'il est absolument impératif que chacun signe aujourd'hui l'annexe 18 bis relatif à la déclaration d'absence de conflit d'intérêts en matière de marché public qui a été déposée sur vos bancs. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote, qui est pour les conclusions de la 5e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 35 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 24 mars 2022. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 19 mai 2022 à 16h30. Je vous remercie. Bonne fin d'après-midi.